si vous voulez avoir accès à des données sur Twitter, vous pouvez. Il faut savoir que c'est des données qui, sur les 24 heures, sont libres. Donc, vous pouvez aller sur le site de Twitter, télécharger ces données et faire des traitements statistiques sur des données, vous ou bien vos étudiants. Donc, il va y avoir une certaine démocratisation des données, mais aussi démocratisation des traitements statistiques. Alors ça, c'est juste quelques exemples. Dans la grande distribution, par exemple, Walmart, c'est de la grande distribution aux États-Unis, c'est un petit peu comme un Carrefour ou un Auchan en France. Là, il faut savoir qu'ils ont 1 million en fait, de transactions par minute. Donc une transaction, ça veut dire un achat qui est caractérisé à une heure donnée par un client donné et qui va acheter un produit donné. Donc c'est énormément d'informations. Aujourd'hui, en génomique, vous avez des données, quand on essaye de caractériser le génome pour un patient, vous avez des millions en fait, de paires de bases, une information qui est issue des traitements, des instruments de mesure, et cette information, on va pouvoir à nouveau les traiter. Alors, le problème, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de données, trop de données, et ça, c'est quelques citations, et ces données, il va falloir les traiter. Donc, la difficulté, ça va être pour extraire une information pertinente sur les données. Ça ne va pas être de faire comme faisait Ronald Fisher, c'est-à-dire d'attendre que les données soient récoltées et ensuite de faire des traitements. On va essayer de mettre en place en fait, des traitements automatiques qui vont traiter les données et qui vont apporter de l'aide à la décision. Aujourd'hui, le traitement des statistiques se fait en appliquant des méthodes sur des données, mais les traitements, en fait, on ne les fait plus à la main. On les fait via des logiciels. Il y a des logiciels de statistiques qui fournissent des solutions. Et je dirais aujourd'hui, le métier du statisticien, il est non seulement de traiter des données, mais de savoir utiliser des outils statistiques, logiciels, qui vont fournir les résultats statistiques qui vont pouvoir être exploités par le statisticien. Donc on a changé un petit peu, on ne fait plus de la statistique, je dirais mathématique, mais on va traiter des données et produire une information. Alors, il y a plusieurs champs de statistiques, mais aujourd'hui, un champ qui est très représenté, c'est ce qu'on appelle en fait le data mining. Donc, c'est justement comment savoir exploiter ces énormes bases de données et de découvrir des connaissances dans ces données et de construire des modèles prédictifs. Donc, je ne vais pas vous parler, c'est un champ qui est extrêmement actif, d'application qui est extrêmement actif aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'un champ qui a beaucoup d'applications et qui utilise la statistique, mais ce qui est ce qu'on appelle en fait le SPC, Statistical Process Control, et qui va se positionner dans la surveillance de procédés industriels, donc de données venant de l'industrie. Et ce sont des outils statistiques qui vont permettre de fournir une aide à la décision en ligne, un petit peu au fil de l'eau. On veut avoir une idée, une décision rapide sur les données qui arrivent. Alors, je vais passer en revue plusieurs applications. J'ai récemment en fait travaillé sur des problématiques de détection de surconsommation d'eau, et donc j'ai pris mon premier exemple dans cette thématique. Donc c'est un problème en fait réel aujourd'hui. Donc un des problèmes, c'est de pouvoir surveiller, je dirais un petit peu de façon automatique, la qualité de l'eau qui arrive en un point donné, tout simplement pour réduire des risques de contamination qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Alors pour ça, on a des capteurs qui vont être installés dans différents sites et qui vont mesurer des informations pertinentes pour conclure sur la qualité de l'eau. Donc c'est par exemple des informations de pH, de taux de chlorure, de turbidité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des capteurs
qui enregistre une information qui ne va pas nous donner directement une note sur la qualité de l'eau, mais toutes ces informations vont contribuer à définir un indicateur qualité de l'eau. Et il y a ce qu'on appelle, en fait, en fonction de l'évolution de ces capteurs, la détection ou non d'un événement, comme quoi il y a un problème dans l'eau. Et cette application, aujourd'hui, fait partie d'un logiciel qui a été développé aux États-Unis. Vous pouvez aller voir, je vous ai mis l'adresse, qui est Water Canary. C'est un logiciel qui est positionné dans la détection d'événements pour la contamination de l'eau. Donc, j'ai tiré cet exemple de là. Alors, on va avoir, par exemple, toutes les minutes, un événement qui va nous dire si l'eau a été contaminée en fait ou pas, s'il y a eu détection d'un événement suspicieux à partir en fait de toutes ces informations. Je ne détaille pas en fait la formation boîte noire. Et on va considérer en fait que ces informations, elles sont suffisamment en fait éloignées pour être en fait indépendantes. Et dans ce détecteur en fait d'événements, on peut trouver ce qu'on appelle des fausses alarmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fausse alarme? C'est quand le détecteur dit qu'il y a eu contamination de l'eau, alors qu'en fait, l'eau était saine. Parce que par une autre mesure, en étant plus outillé, on peut montrer qu'il n'y avait pas en fait de contamination de l'eau. Et le taux de fausse alarme qui est déclenché en fait par ce capteur, c'est quelque chose en fait qu'on connaît. Parce que ces informations de pH, ces informations de turbidité, elles ont une certaine part en fait d'aléas qui vont faire que quelquefois, à tort, le détecteur d'événements va être déclenché. Alors bien sûr, on veut réduire ce taux de fausses alarmes. Donc la surveillance en fait de l'eau va étudier le nombre de fausses alarmes observées sur une fenêtre temporelle. Donc là, je vais considérer dans cet exemple en fait une fenêtre de taille n. Donc je prends n événements consécutifs et puis je vais compter, si j'en avais la possibilité, le nombre de fausses alarmes, c'est-à-dire le nombre d'alarmes qui ont été déclenchées à tort alors que ma qualité de l'eau était saine. Donc ce nombre de fausses alarmes, on peut démontrer qu'il suit une loi binomiale et on sait complètement expliciter cette loi. On connaît également parfaitement son espérance une fois que j'ai défini la taille de ma fenêtre et ma probabilité petit p de fausses alarmes. Et une illustration, juste pour sentir les choses, si je prends un pourcentage en fait de 5% de fausses alarmes, c'est-à-dire que sur une fenêtre de taille 100, donc il va y avoir 100 événements, à tort, il y a 5 alarmes en fait qui se déclenchent. Si je prends maintenant une fenêtre de surveillance de 5 heures, donc 5 fois 60 minutes, donc de 300 points, je peux expliciter et calculer la probabilité, donc j'ai pris un tableur pour ça, et qui me dit que la probabilité que j'ai 10 fausses alarmes en fait, qui se déclenchent sur cette fenêtre temporelle de taille 300, là elle est de 0,05 environ 5%. C'est juste pour illustrer. Alors, ça c'est quand même un petit peu compliqué de calculer ces 310. Donc Canary va se reposer sur une surveillance d'événements groupés, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur une fenêtre en fait de taille n, contenant n événements, on s'attend en fait à obtenir en moyenne en fait NP fausses alarmes. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir détecter s'il y a réellement un problème de consommation d'eau, et ça va être de pouvoir détecter si j'observe en fait des détections en fait de fausses alarmes qui sont juste une conséquence de cette notion de fausse alarme, ou s'il y a réellement en fait un problème de contamination d'eau.
Donc quand le nombre d'instants est assez grand, on peut s'appuyer en fait sur le théorème de Moivre-Laplace pour proposer non pas une surveillance directe via la loi binomiale, mais une surveillance en fait qui va être basée sur la loi normale en fait centrée réduite. Donc là j'ai simplement défini en fait une variable aléatoire que j'ai appelée Zn qui va surveiller, on va dire, la différence entre le nombre de fausses alarmes, son espérance, et qui est renormalisée par l'écart type de ma loi. Et c'est ce que Canary appelle, mais que vous connaissez tous, le binomial Evans discriminator. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans un logiciel de surveillance de la contamination de l'eau, on peut avoir en fait un outil très simple qui est basé sur des outils à partir de la loi de Bernoulli, binomiale ou du théorème de Moivre-Laplace. Alors, par illustration, comment on s'en sert? Donc, j'ai repris mon exemple. J'ai un taux de fausse alarme de 5%, une fenêtre de 300 événements. Donc, on peut calculer l'expérience et la variance que j'ai explicité. Et puis, on va se fixer un seuil de détection. Donc là, je cherche à calculer, en fait, la probabilité que j'observe plus de fausses alarmes qu'un seuil que j'ai fixé à 40. Et donc, on peut très facilement, en se basant sur la fonction, en utilisant la fonction de répartition en fait de la loi normale, et calculer en fait cette probabilité qui là est égale à 1 moins un grand F de répartition de la loi normale 3,27, peu importe, mais qui est très faible. De façon un petit peu inverse, on peut se donner une probabilité, donc fixer ici cette valeur-là, alpha égale 1%, et en déduire, en fait, la valeur du seuil. Donc, par cette méthode-là, on va pouvoir, en fait, on va pouvoir calculer un seuil au-delà duquel, si j'ai plus que tant de fausses alarmes, alors je vais émettre, en fait, une alarme pour dire, il se passe réellement quelque chose sur cette fenêtre de 5 heures. Et les alarmes que je vois, le taux d'alarme que j'observe n'est pas simplement dû, en fait, à un taux qui provient, en fait, des fausses alarmes qui apparaissent, en fait, de façon un petit peu aléatoire. Donc ça, c'est des outils qui sont utilisés, en fait, en pratique pour la détermination, en fait, des seuils de surveillance et pour déterminer, pour pouvoir diagnostiquer si oui ou non il va y avoir un problème de contamination d'eau sur une fenêtre temporelle. Voilà, donc ça c'était juste, pour conclure. Donc on peut se baser sur des outils ici qui sont simples, c'est-à-dire d'apparition d'alarmes, de calcul de moyenne des alarmes en fait sur un intervalle de temps, de calcul de probabilité de seuil critique associé pour pouvoir en fait émettre un warning, une alarme, si oui ou non il se passe quelque chose en fait d'important sur cette fenêtre temporelle. Et encore une fois, c'est implémenté dans un logiciel qui est aujourd'hui un logiciel gratuit. Alors, deuxième chose, en fait, je voulais vous introduire une méthodologie qui est qui est assez utilisée dans l'industrie, qui s'appelle en fait la méthodologie Six Sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthodologie? Donc, ça a été initié et déposé par Motorola et extrêmement utilisé par General Electric dans les années 1980-1990. Et c'est une méthode, en fait, qui se focalise sur l'amélioration de la qualité et l'efficacité des procédés industriels. Donc c'est une méthode qui a été développée dans l'industrie, mais qui aujourd'hui est utilisée dans les banques, dans la finance et aujourd'hui en France. Donc le but, c'est de pouvoir
honorer ce qu'on appelle la satisfaction d'un client. Donc un client qui va recevoir un produit, ça peut être un produit d'assurance, ça peut être un produit correspondant à une pièce manufacturée, et de relier ce produit, donc la satisfaction de ce produit, à un ensemble de données mesurables. Parce que bien sûr, la qualité d'un produit, on sait qu'en bout de chaîne, qu'une fois que le produit en fait est acheté par le client. Alors qu'on va pouvoir avoir tout un tas de données en amont qui vont nous donner une indication sur la qualité finale du produit. Et le but en fait de cette méthode, c'est de réduire la variabilité qu'il peut y avoir dans les procédés de production pour globalement améliorer la qualité du produit. Alors, on ne va pas définir la satisfaction client, parce que souvent c'est compliqué. On va définir ce qu'on appelle l'insatisfaction d'un client. Donc l'insatisfaction d'un client, c'est un écart entre un produit, la qualité d'un produit attendu, et puis la qualité réellement observée. Et cet écart, il peut avoir pour effet il peut provenir de pas mal de causes. Et je vais prendre en fait en exemple, pour illustrer, une pièce métallique. Et alors cette pièce métallique, on peut définir sa qualité peut-être par sa couleur, par son poids, son épaisseur. Moi, je vais prendre juste une qualité pour cet exposé, qui va être la longueur, la largeur, j'aurais pu dire le diamètre, peu importe, une valeur de cette pièce mécanique. Alors, mon objectif de production, si je suis responsable de cette usine, c'est de produire des pièces manufacturées de diamètre, on va dire, L. Et je peux me fixer, bien sûr, une tolérance. Mes pièces, elles ne vont pas à chaque fois avoir un diamètre de taille L, mais une tolérance que je vais appeler delta L. Donc, je vais avoir un intervalle, en fait, de 2 delta L, où va pouvoir se situer la qualité de mon produit. En production, je peux mesurer différentes caractéristiques sur ma pièce. Et les réglages, donc cette pièce, comment je vais la faire? Je vais partir de matières premières, je vais avoir une machine qui va me produire cette pièce et qui va sortir en fait en bout de course. Et en général, ce qui est fait, c'est que les réglages, je vais régler mon matériel et je vais choisir mes matières premières pour avoir en fait une variabilité qui va être en fait de delta L sur 3. Donc attention, L est demandé par le client, c'est la cible. Donc L n'est pas aléatoire. Delta L, c'est un intervalle de tolérance sur une cible client. Et ensuite, je vais avoir des mesures en fait dans ma production, de ma pièce, qui vont bien sûr avoir une relation avec cette qualité. Et en général, ce qui est fait, c'est qu'on règle en fait la variabilité du procédé pour avoir un écart type donc en production qui est de delta L sur 3. Donc si je me base en fait sur une loi normale, je sais quantifier le taux de rebut. Le taux de rebut, c'est quand ma pièce est en dehors en fait de cet intervalle L moins delta L, L plus delta L. Comme je connais en fait ma valeur sigma, je vais quantifier l'intervalle en dehors de plus ou moins en fait 3 écarts types centrés au niveau de la moyenne qui est ici de 10. Et ça, je peux le quantifier, c'est d'environ 0,3%. La méthodologie en fait 6 sigma va imposer non pas un rapport ici de 3 par rapport à la tolérance de la pièce, mais un rapport en fait de 6, d'où son nom. Donc on va être beaucoup plus exigeant sur le contrôle pendant tout le procédé de la variabilité que peut entraîner mon produit. Donc là, j'ai fait un petit schéma. Si avant, je gérais mon usine en fait pour avoir un écart type de delta L sur 3, et bien là, je vais réduire. Donc là, c'est ce que j'ai reproduit en fait en bleu sur le graphique de 3.
ben, je vais réduire un petit peu la distribution en fait, de ma loi normale en taille de guêpe pour que ça soit beaucoup plus centré en fait, au niveau autour de la moyenne et pour que j'ai beaucoup moins en fait, de variabilité. Donc toute la méthode 6 sigma, donc dans l'industrie, va être la méthodologie qui va partir des données jusqu'à la production de la pièce, et on va décrire très rapidement en fait 6 étapes de production, dans le but de réduire la variabilité du procédé, en considérant, en se basant à 99% sur des lois normales. Alors, c'est très, on va dire, c'est une démarche en fait qui est très pragmatique, parce que la première étape va être tout simplement de définir la qualité et de définir l'ensemble des variables qui vont pouvoir être mesurées tout au long de la production et qui ont un impact sur cette qualité. Et c'est ces variables qu'on va chercher à contrôler pour pouvoir, en fin de course, contrôler la qualité qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne sait pas mesurer, hein, qu'on pourra mesurer uniquement pour le produit final. Donc c'est une première étape qui est un peu une expertise métier et qui est de bien comprendre la problématique. Donc deuxième étape est de récolter les données et de faire un petit peu un état des lieux, de comprendre quelles vont être les variables qui, sur ma cible Y, donc ça c'est ma qualité finale, les variables d'entrée de mon processus, ainsi que les réglages de mes différentes machines M, qui vont pouvoir en fait avoir un impact sur ma qualité client. Donc là, dans ces cas-là, ça c'est aussi une notion d'expertise et l'entreprise va pouvoir éventuellement installer des contrôles de qualité, installer des mesures tout au long de la production. Et en fait, ces mesures vont être comme des capteurs virtuels, anticipatifs quelque part, de ma qualité. Et ensuite, en fait, ces données, elles vont être analysées pour éventuellement émettre des warnings quand je vais avoir une déviation de ma qualité. Donc là, j'ai donné un exemple où en ligne, vous avez des individus statistiques. Donc vous avez ici 14 productions. Et puis en colonne, vous avez, première colonne, en fait, l'objectif de production, qui était ici de 10. Éventuellement, la caractéristique de différents lots de matières premières qui servent à la réalisation de ma pièce, une caractéristique de l'équipe du matin, du soir ou du midi qui a produit la pièce en question. Donc là, il y a une caractéristique temporelle ou humaine, le numéro de machine où a été produit ma pièce, et puis éventuellement des données de température, de pression, en fait, peu importe. Donc là, ici, sur ce graphique, j'ai modélisé 1000 productions, et pour ces 1000 productions, soigneusement, on a pu mesurer le diamètre, en fait, de notre pièce. On avait un objectif de production ici qui était de 10, et on va pouvoir mesurer la variabilité via, donc ça c'est la distribution qui est liée à cet échantillon de données, et puis modélisée par une loi normale, en l'occurrence, c'en était une. Ici, c'est la même distribution, mais que j'ai coloriée en fonction d'un indicateur qui était l'indicateur équipe, qui avait 3 modalités, matin, midi et soir. Donc en fait, on va essayer de comprendre comment la variabilité qu'on observait, d'où en fait elle provient. Et quand on colorie en fait cette variabilité, on s'aperçoit tout simplement, très rapidement, on s'aperçoit que les petits points bleus, ceux qui viennent de l'équipe du matin, ils sont plutôt vers une production de 8.
que l'équipe du midi, ben, ils sont plutôt bien ciblés à 10, et puis que l'équipe du soir, ben, ils sont plutôt en fait au-delà de la production de 12. Donc si je fais simplement, si je construis simplement en fait des histogrammes qui sont issus en fait de l'histogramme précédent, mais que je conditionne, je colorie en fonction de l'appartenance des points équipe du matin, équipe du midi, équipe du soir, ben, j'ai 3 histogrammes et qui sont centrés en fait sur 3 moyennes différentes, en l'occurrence 8, 10 et 12. Donc là, c'est ce que j'ai représenté par des box plots, hein, où on voit moyenne ou médiane en fait de ma production, conditionnellement en fait à matin, midi et soir. Et donc là, on comprend en fait d'où venait la variabilité de production. La variabilité de production que j'avais, eh ben, certes, je l'observais, mais elle venait de 3 distributions différentes qui étaient conditionnées par soit des équipes du matin, soit des équipes du midi, et soit des équipes du soir. Et donc là, vous voyez que j'ai un moyen, réduire la variabilité. Il suffit que je dise à l'équipe du matin, ben, tu modifies tes réglages de 8 à 10, l'équipe du soir modifie les réglages de 12 à 10, et je vais complètement en fait, diminuer la variabilité en fait, de mon produit. Donc ça, c'est des outils qui sont très simples, encore une fois, qui sont proposés en fait, dans ce qu'on appelle la méthodologie 6 sigma, qui permettent, en fait, qui rentrent dans une démarche de diminuer la variabilité de la production. Donc la dernière partie, en fait, est de pouvoir en fait, contrôler. Et quand on contrôle les variables, ben souvent, si j'ai des variables qui sont issues de différents capteurs, ben j'ai différentes unités. C'est-à-dire des pressions, je vais avoir des pascals, des températines, Kelvin et Celsius. Et la méthodologie, en fait, 6 sigma, va permettre, en fait, de représenter, donc ici, l'évolution de 3 variables qui ont des unités différentes. Donc là, j'ai une donnée de pression dans une unité de pression, une donnée de température et puis une autre donnée de température. Et sur un diagramme, en fait, ben, je vais devoir, alors soit je renormalise, soit je vais devoir définir en fait différentes unités pour pouvoir représenter en même temps l'évolution de ces 3 variables sur un même graphique. Donc, ce que propose la méthodologie en fait 6 sigma, c'est de représenter ce qu'ils appellent des Z-charts, mais c'est tout simplement une renormalisation donc de la variable en fait, donc en sens à moyenne avec l'écart type. Donc ça, c'est les mêmes données du haut que j'ai représentées sous un Z-chart. Et si on met derrière en fait des hypothèses comme quoi les données doivent suivre une loi normale centrée réduite, vous voyez que je peux avoir très facilement en fait définir des seuils que là j'ai mis à plus ou moins 3 écarts types, donc 3, moins 3 et 3. Et quand une des données va dépasser cet intervalle de plus ou moins 3 écarts types, eh bien, ça va éveiller en fait l'attention de l'ingénieur ou du technicien en fait qui suit la production et qui va dire attention, la donnée, la variable en fait va au-delà de l'intervalle autorisé et je dois la ramener dans cet intervalle en fait pour diminuer la variabilité produit. Et donc là, quand vous avez une dizaine de variables à surveiller sur des écrans différents, c'est pas facile. Mais sous des hypothèses de loi normale, on a la possibilité, en fait, de mettre toute l'évolution de toutes ces mêmes variables, en fait, dans un même graphique et de pouvoir les suivre. Et encore une fois, c'est des outils qui sont vraiment très, très faciles, qui sont aujourd'hui enseignés dans les lycées et qui sont utilisés de façon très intensive dans une méthodologie 6 sigma. Aujourd'hui, la méthodologie 6 sigma, c'est issu à des
des gens, des professionnels en fait, qui peuvent avoir Bac+2, c'est-à-dire qui vont rentrer, qui n'ont pas forcément Bac+5, mais qui vont rentrer en fait après 2 années d'études et qui vont être sur des postes de production et qui vont être chargés en fait de contrôler la production pour atteindre une qualité et puis diminuer la cible. Donc ces outils-là, ces outils statistiques sont utilisés, peuvent être utilisés en fait dans la vie de tous les jours et font appel à des notions enseignées avant le bac. Alors, pour conclure, je vais conclure sur une application qui a été développée. Donc ça, c'était un partenariat entre l'université et un industriel pour mettre en place une méthode de surveillance automatique d'un équipement industriel. Donc là, je vais aller peut-être un petit peu plus vite parce que je vais dépasser peut-être le cadre des programmes. Le but, en fait, tout simplement, c'est de surveiller, de mettre en place, en fait, une méthode qui va permettre de surveiller un équipement. Donc, imaginez, aujourd'hui, on est très sensible à la surconsommation énergétique. Donc, vous voulez mettre en place, en fait, un petit détecteur qui va surveiller si votre réfrigérateur est en surconsommation ou pas. Donc, un réfrigérateur, il consomme, en fait, de l'énergie. Et puis, il va être à une certaine température. Et puis, une variable explicative Q, ça peut être la quantité d'aliments qui est dans votre réfrigérateur. Et ce réfrigérateur, on peut l'acheter neuf à un moment donné, mais au bout d'un moment, ses performances énergétiques risquent de se dégrader. Et on veut construire automatiquement un module de surveillance qui, à partir d'un certain moment, va nous dire « Attention, cet équipement est en train de surconsommer ». Et on veut faire ça à partir de données numériques. Donc, je vais considérer ici que j'ai un capteur qui me permet d'avoir l'énergie, tous les jours, l'énergie consommée par mon frigo, sa température moyenne de la journée et puis éventuellement la quantité moyenne d'aliments qu'il y a eu. Donc, j'ai des données. Je fais fonctionner mon équipement, mon réfrigérateur pendant 3 mois. Donc là, c'était un petit peu plus parce que ce sont des vraies données. Et puis, je peux mesurer des données, donc des données de consommation énergétique. En l'occurrence, c'était une très grosse machine puisque là, je suis en mégawatts, de consommation énergétique et des données de température et puis, on va dire, de quantité. Donc, j'ai mes données et je veux automatiquement modéliser la relation entre l'énergie dépensée par mon équipement et puis ces variables contextuelles, température et masse, on va dire, d'aliments. Alors, on peut étudier les distributions bivariées. En général, ça sert aux statisticiens pour avoir une idée un petit peu de la modélisation, du type de modélisation qu'il peut mettre en place. Là, très très rapidement, on peut voir qu'il y a une relation linéaire entre la variable énergétique et la quantité d'aliments, ce qui peut paraître normal. Plus on va remplir le frigo avec des aliments qu'on met, plus le réfrigérateur, comme il y a un module, plus le réfrigérateur en fait, doit consommer pour maintenir ces aliments à la température fixée. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place une modélisation statistique de notre équipement? On va faire l'hypothèse ici d'une relation linéaire, et ça pourrait être autre chose, entre la variable énergétique et la température et la quantité de matière. On va avoir des données qu'on a mesurées pendant 3 mois, et tout simplement, on va estimer les paramètres de notre modèle à partir des moindres carrés ordinaires. Donc, je fais l'hypothèse d'un modèle linéaire entre l'énergie de mon frigo, la température et la quantité de matière. Donc, je vais chercher à estimer à partir de données mes coefficients bêta 0, bêta 1, bêta 2. J'ai mon estimateur des moindres carrés et que je peux calculer à partir de mes données ici que j'ai mis sous forme matricielle. Et donc, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que j'ai construit ce modèle,
quand mon frigo fonctionne, eh ben, j'ai deux indicateurs. L'indicateur de l'énergie réellement consommée et puis un indicateur qui est l'énergie estimée par mon modèle sur une période de temps par rapport à un modèle qui a été calibré sur une période de temps quand mon frigo était neuf et qui consommait bien. Ces résidus, en fait, on peut les étudier et là, on va supposer qu'on fait l'hypothèse en fait, que ces résidus ils suivent une loi normale centrée, ce qui est toujours le cas, et d'un écart type sigma 2 qu'on va pouvoir lui aussi estimer. Comment, en pratique, on peut mettre en place, dès demain, une fois que j'ai tout ça, un module automatique de surveillance? Comme je vous l'ai dit, à chaque pas de temps, j'ai ma consommation, tous les jours. J'ai ma consommation prédite par mon modèle. Et puis, je vais regarder si ma consommation prédite par mon modèle, elle est en adéquation avec l'énergie réellement consommée par mon équipement. Quand ma consommation de mon équipement va être fortement plus élevée que la consommation prédite par mon modèle, ben je vais dire, attention, là, mon équipement, il est en train de beaucoup plus consommer que ce qu'il consommait avec le modèle qui avait été calibré pendant les 3 premiers mois. Et donc, je vais vouloir émettre un warning. Et ce qui va être vraiment important, c'est grâce au modèle probabiliste qui a été introduit sur les résidus, qui quantifie l'écart entre ma consommation réellement observée et ma consommation prédite par mon modèle, eh ben, je vais pouvoir quantifier cet écart. Donc H0, hein, c'est le modèle qui a été construit en fait au départ. Z, ici, c'est ma loi normale, et puis epsilon i, c'est l'écart observé entre mon équipement et mon modèle. Et donc, à partir de cette quantification probabiliste, je vais pouvoir bâtir un set statistique qui va pouvoir me dire si mon écart observé est normal ou pas, compte tenu d'une situation de référence que j'ai appelée la situation H0, qui est le modèle d'apprentissage que j'ai fait sur les 3 premiers mois. Voilà, donc ça c'était une dernière application qui est aujourd'hui extrêmement utilisée. Alors peut-être pas de façon aussi simple, je vous l'accorde, mais j'ai essayé de rendre les choses un petit peu simples, mais qui est extrêmement utilisée dans l'aéronautique, dans ce qu'on appelle le health monitoring, c'est-à-dire la surveillance de la santé des équipements. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on a beaucoup de variables, on a beaucoup de données, et les constructeurs d'avions, les constructeurs industriels cherchent à mettre en place des modules qui vont automatiquement leur donner de la décision, donc des informations sur ces données. Voilà, donc aujourd'hui, les données sont partout. Les données, donc il y a besoin de beaucoup de statisticiens, mais je vais dire pas forcément des statisticiens comme il y a 20 ans, mais des gens qui sont capables de comprendre les données, d'avoir un petit peu d'intuition et de construire en fait des modèles sur ces données. Et les qualités dont on a besoin, c'est certes des qualités mathématiques et statistiques, mais aussi des qualités informatiques, hein, puisqu'aujourd'hui la statistique industrielle et data mining passent beaucoup par l'utilisation du modèle informatique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ton exposé très très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des remarques? Moi j'en ai vu parce que je demande toujours à un professeur, on règle la réalité du procédé. C'est-à-dire on règle, on est capable de réussir. Non, je ne comprends pas dans la réalité de la fabrication, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est plus facile de jouer sur la réalité du processus. Oui. Il y a que finalement de viser. Alors comment on fait quand un client en fait achète un produit, lui il attend un produit en fait avec une note qui est une note L.
Et puis, il est capable, il est toujours d'accord, en fait, pour acheter ce produit s'il y a des petites variations, en fait, autour de L. C'est ce que j'ai appelé, en fait, delta L. Donc ça, c'est complètement, en fait, connu. Je dirais que malheureusement, pour arriver, la qualité d'un produit ici, qui va être mesuré au final et défini en fait par ce critère L, on ne la connaît pas au départ. Au départ, on va partir de matières premières, de différentes matières premières qui vont avoir des caractéristiques, et puis ça va passer dans différents batchs, si c'est de la chimie. Et ces batchs, ils vont être caractérisés par des températures ou éventuellement des pressions. Et on n'espère pas complètement produire au hasard. On espère qu'il y a une relation entre le réglage en fait de tous ces paramètres et les variables d'entrée pour obtenir en fait cette qualité. Et donc, on va chercher, la méthodologie Six Sigma, en fait, cherche à agir en amont de la qualité, d'accord, pour réduire, en fait, le domaine de variation des variables d'entrée, qui vont réduire, en fait, qui vont avoir un impact, en fait, sur la réduction du domaine de variation de la qualité finale. C'est pour ça qu'on veut contrôler les variations en fait, de ces variables-là pour être sûr en fait, de cibler au mieux la qualité L. Parce que cette qualité, on y a accès, souvent en fait on ne la mesure même pas. Quand ils font des boulons, pour les produits à forte valeur ajoutée, comme des pièces médicales, des choses extrêmement chères, effectivement les produits sont toujours extrêmement bien regardés, mesurés. Mais des produits de grande distribution, la baguette de pain, on la cite souvent, mais quand je vais acheter, je sais pas moi, une brioche à la boulangerie, je paye tant pour un poids de temps, mais bon, il y a des écarts. Et le jour où ma brioche elle sera vraiment trop petite, je changerai de boulangerie. Donc, tout le procédé, en fait, vise à garantir à fidéliser, à garantir en fait la qualité pour fidéliser en fait le client. Ah bon? Parce que ça veut dire que finalement, ça part du postulat qu'on a une maîtrise par le réglage oui. sur la variabilité. Oui, oui, oui. Ça part. Ah ben oui, il faut espérer parce qu'en production, quand même, tout le travail, c'est de. Alors, on cherche à réduire la variabilité. Maintenant, il y a la variabilité, en fin de course, on va l'observer. Et si on observe une trop grande variabilité, on essaye de comprendre d'où elle vient. Alors, cette variabilité, elle peut être due à un mauvais réglage de température, mais elle peut être due aussi à des variables contextuelles, des variables catégorielles, qui, à un moment donné, l'équipe du matin, l'équipe du soir. Bon, ça, c'était un exemple très anecdotique pour illustrer mon propos. Mais on va chercher à traquer. Là, dans mon exemple, en fait, la variabilité, on l'a constatée, mais on ne savait pas d'où elle venait, en fait. Et en fait, tout simplement, c'était qu'il y avait un biais dans le système de production qui est très facile après à remettre d'équerre. Donc, on va chercher, en fait, à mesurer l'influence des différentes variables sur la variabilité pour pouvoir se focaliser sur les variables qui ont le plus d'impact sur ma variabilité, agir dessus et la contrôler. C'est toute cette méthodologie qui est basée sur des outils relativement simples, mais qui a beaucoup de succès aujourd'hui et qui est très utilisé.